Euromir n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler une attraction moderne. Elle n'est pas du tout immersive. Son histoire est confuse, ses décors sont datés, sa technologie et son confort ne sont plus du tout adaptés à nos standards actuels. Objectivement, Euromir coche à peu près toutes les cases de ce qu'un parc d'attractions ne ferait plus aujourd'hui. Et pourtant, je ne cesse de me demander pourquoi autant de monde spécule sur son potentiel remplacement. D'autres regrettent déjà la disparition de cette musique mythique. Alors, pourquoi cette verrue, issue d'un temps révolu, passionne encore du monde, comme si l'on perdait quelque chose de plus important qu'une simple attraction? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de ma première vidéo sur Fligando Lander, j'ai tiré la conclusion que l'immersion passait par différentes émotions fortes liées à la synchronisation de leviers activés au bon moment. Mais je me suis aussi demandé si parfois l'authenticité et la nostalgie n'avaient pas une importance tout aussi présente. Eh bien, pour être tout à fait honnête, je ressens bien plus d'émotions dans Euromir que dans Flight Force, qui vient d'être pourtant refait à neuf. Parfois, ce que l'on aime, c'est ce qui est imparfait. Salut à tous, c'est Rockstar, et dans cette vidéo, je vais poser une question simple. Pourquoi s'attache-t-on autant à des attractions objectivement dépassées? Avant de rentrer dans les détails qui permettent de répondre à la question, laissez-moi vous présenter rapidement Euromir ainsi que le parc dans lequel l'attraction est située. Comme vous devez déjà être au courant, Europa Park ouvre ses portes en 1975 à Rust, en Allemagne, à la frontière avec la France. Le parc est conçu depuis des années comme la vitrine grandeur nature du savoir-faire de la famille Mack, constructeur de manèges depuis plusieurs générations. Dès sa première saison, le parc attire déjà 250 000 visiteurs et son développement devient fulgurant. Il s'étend progressivement en quartier thématique européen, multiplie les attractions et finit par devenir le plus grand parc de loisirs d'Allemagne. Au-delà de ça, il a été élu 10 fois meilleur parc d'attractions au monde par les Golden Ticket Awards. Et aujourd'hui, Europa Park compte plus d'une centaine d'attractions, plusieurs hôtels, un parc aquatique et une identité très forte, celle d'un parc familial qui a grandi en mêlant innovation technique et storytelling. Et c'est dans ce concept d'innovation constante, de proposer des prototypes uniques, que le parc inaugure Euromir en 1997. C'est devenu très rapidement un emblème dans le quartier russe. Ce spinning coaster propose des rotations contrôlées dans un décor avec une esthétique futuriste inspirée de la station spatiale Mir. Artistiquement parlant, l'objectif était de recréer un voyage spatial original et ancré dans la vision science-fiction de l'époque. Et d'un point de vue technique, la motivation était très claire, proposer de nouvelles sensations. Euromir n'est pas seulement un coaster, c'est une ambiance complète, pensée pour marquer durablement les visiteurs avec son identité sonore immédiatement reconnaissable. Mais au-delà de ce désir d'innover, de tenter de nouvelles choses, il est tout à fait honnête de reconnaître que le mélange n'est pas très réussi. Sur le papier, le thème est déjà très confus. Pourquoi on a des tours en verre liées au thème de l'espace? Et en quoi est-ce lié directement à la Russie? Quand sommes-nous dans l'espace? Pourquoi des rotations? Tout se mélange sans vraiment jamais s'expliquer. On monte, on tourne, la musique est présente, puis on serpente à vitesse grand V entre les tours. Et puis, cette attraction est kitsch. Ses décors à la peinture UV, ses animatroniques donnent l'impression d'avoir rendu l'âme, et ses effets sonores dignes des premiers Star Wars sont figés dans les années 90. Et pourtant, si cela s'arrêtait là, cette vidéo n'aurait jamais eu de raison d'exister. Car avant tout, Euromir est une attraction profondément sincère. Tout semble presque artisanal, fait main. Les peintures de la file d'attente, les décors dans le lift en spirale, on sent très fortement que l'attraction était conçue à une époque où les parcs expérimentaient, où l'on mélangeait des concepts abstraits pour créer des expériences uniques. La musique est omniprésente, elle guide le visiteur et reste même très longtemps dans la tête. L'ambiance est étrange, voire même un petit peu dérangeante. Et c'est ce qui rend cette attraction unique, car si certains la détestent et d'autres l'adorent, elle ne laisse jamais indifférent. C'est peut-être cela, le secret des attractions auxquelles on s'attache, parce qu'elles sont très marquantes, qu'elles traversent les âges, qu'elles créent des souvenirs mémorables. Et aussi, elles ont une identité forte, qui ne cherche pas toujours à plaire, qui reste authentique. Ce sont ces deux points que je vais aborder dans la vidéo. Quand on parle d'attractions dépassées,
On pense tout de suite à la technique, des décors vieillissants, des technologies obsolètes, des expériences qui ne répondent plus aux standards actuels. L'exemple de Romir, il est très très marquant. Mais si tout était une question de qualité, ces attractions auraient déjà disparu et depuis très longtemps. Parce qu'au fond, la nostalgie, c'est un peu cette émotion douce amère qui nous ramène directement vers ce que l'on a vécu autrefois. Des ambiances, des moments où l'on s'est senti bien. Ce qui l'anime, c'est souvent ce contraste entre ce que l'on était et ce que l'on est devenu. C'est un peu une sorte de rappel de certaines expériences qui ont marqué notre identité. Et si je dois me concentrer uniquement sur les parcs d'attractions, cette nostalgie n'est pas liée à la qualité intrinsèque de ces derniers, elle est liée à ce qu'elle représente. On ne s'attache pas à une attraction parce qu'elle est parfaite, on s'y attache parce qu'elle est liée à un souvenir. Une époque de notre vie avec des gens qui nous accompagnaient, la première fois qu'on a eu peur, la première fois qu'on visite le lieu de nos rêves, la première fois que nos yeux d'enfant ont autant brillé face à la beauté de certains décors. Et ce souvenir-là, aucune mise à jour ne peut le remplacer. Un parc d'attractions n'est pas une machine à sensations, encore moins une arnaque à fric, même si cela tend à être le cas chez certains. Non, c'est une machine à souvenirs. Il traverse les âges. Certains y voient une enfance magique dans laquelle ils aiment se replonger adultes. D'autres y voyaient un exutoire face aux pressions de la vie. Parfois, certains aiment transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, des émotions qu'ils ont vécues lorsqu'ils étaient jeunes. Ce partage, cette transmission, ce sont des émotions que nous vivons chaque fois différemment. Prenons Eurosat, dans sa version originale. Objectivement, cette attraction était sombre, peu compréhensible, bruyante, très kitsch, un petit peu douloureuse et pas du tout adaptée au quartier français dans lequel elle se situait. Et pourtant, sa fermeture a provoqué une vague d'émotions immense. Parce que Eurosat n'était pas qu'un coaster, c'était un peu un rite de passage, un souvenir commun à toute une génération. Le premier vrai coaster de beaucoup d'enfants. Cette nostalgie, elle peut aussi nous toucher avec des dark rides. Je pense immédiatement à Pirates des Caraïbes, à Disneyland Paris, le dark ride de mon enfance. Et malgré les effets souvent dépassés, les animatroniques simples, je ne peux m'empêcher de me remémorer l'odeur de l'eau, la musique entêtante qui restait dans ma tête en sortant de l'attraction. A l'inverse, certains parcs proposent des zones modernes irréprochables. Tout est maîtrisé, fluide et spectaculaire. Mais quand tout est parfait, il reste parfois moins de place pour nous, moins de place pour imaginer, moins de temps pour créer des souvenirs. L'attachement, il ne naît pas de ce qui impressionne, il naît de ce qui nous accompagne à travers le temps. Et surtout, on ne tombe pas amoureux d'une attraction qui est parfaite, on tombe amoureux d'une attraction qui nous a parlé à un moment précis de notre vie. Mais la nostalgie n'explique pas tout. D'une part, ce coaster ne plaît pas uniquement à ceux qui l'ont connu enfant. J'ai eu l'occasion de rider Revolution à Bobby Land cette année, et malgré ce côté historique, j'ai découvert cette attraction très tardivement. Et pourtant, je dirais que cette expérience reste très ancrée, même des mois après mes différents tours. A contrario, il y a certains rides vieillissants que j'ai fait enfant qui me parlent vraiment plus du tout en tant qu'adulte. Je pense par exemple à un Pinocchio à Disneyland dont la nostalgie ne m'affecte pas vraiment. Alors, il doit y avoir autre chose, un élément qui dépasse cette émotion. Et pour moi, cet élément, c'est celui que l'on a évoqué plus tôt, l'identité forte d'une attraction qui est souvent imparfaite. Dans un parc d'attractions moderne, tout est pensé pour être fluide, cohérent, lisible et parler au plus grand public possible. Les thèmes sont très clairs, les histoires sont racontées avec différents supports. On a des panneaux explicatifs, des décors, des pré-shows, des animatroniques un peu partout. Euromir fait complètement le contraire. Son thème est flou, les références se mélangent, son ambiance est très étrange. Et cette étrangeté, c'est une caractéristique qui est voulue, parce que l'imperfection crée du relief. L'imperfection possède une force émotionnelle que la perfection n'atteint jamais, ou presque. Un objet ou un lieu légèrement abîmé, asymétrique ou marqué par le temps, a une histoire, raconte quelque chose. Ces petites irrégularités créent un espace où l'imaginaire peut s'engouffrer. Elles donnent l'impression que cet élément a vécu, qu'il a sa propre personnalité, et c'est précisément cette singularité qui nous touche. Par exemple, là où un intérieur moderne et impeccable peut sembler froid et distant, un intérieur ancien et imparfait ouvre la porte à l'attachement, parce qu'il reflète un peu nos propres fragilités et notre besoin de sens. Dans les parcs d'attractions, cette logique se manifeste très concrètement. Une file d'attente dont les murs sont peints à la main, avec des couleurs fluorescentes. Ça donne l'impression d'un lieu plein de projections et le rêve d'êtres humains, qui imaginent l'espace dans lequel ils ne sont jamais rendus. Un animatronique dont le mouvement est saccadé peut paradoxalement renforcer cette illusion d'un personnage fatigué qui vit dans son monde depuis des décennies. Une ancienne lumineuse qui clignote, une peinture qui est écaillée, des décors hors du temps, autant de détails qui ne nuisent pas à une expérience, mais qui au contraire la densifient. Et ce sentiment, il devient complètement personnel. Et je dirais que c'est pour cela que ce que l'on appelle l'uncanny fonctionne si bien. Alors,
Pour ceux qui ne connaissent pas cette notion, l'uncanny, c'est une sensation troublante de malaise que l'on ressent face à quelque chose qui semble humain, familier, mais pas tout à fait. C'est une zone grise où le familier devient dérangeant. Un robot un peu trop réaliste, un visage animé qui manque de certains détails naturels. Et là, notre cerveau reconnaît quelque chose de connu, mais perçoit des anomalies subtiles, ce qui crée un malaise complètement instinctif. Ce trouble subtil active notre vigilance, stimule notre imagination et crée une forme de tension émotionnelle qui s'imprime durablement dans notre mémoire. Là où une attraction lisse comme Web ou Walt Disney Studios glisse sur nos sens, une imperfection maîtrisée introduit une aspérité, un moment d'incertitude qui nous fait ressentir quelque chose de plus viscéral. J'ai un exemple. Malgré sa qualité bien plus que douteuse et son intérêt initial proche du néant, mon ride d'Hollywood Tour à Fantasyland m'avait profondément marqué, tellement il était ancré parfaitement dans ce concept d'uncanny, qui laisse souvent des souvenirs particuliers, mais rarement désagréables finalement. Et pour moi, le charme de Romir s'incarne particulièrement avec ce que j'ai pu expliquer ici dans cette partie. Soyons tout à fait honnêtes, et comme je l'ai dit dans l'intro, Romir n'aurait jamais été conçue aujourd'hui. Mais c'est exactement pour cette raison qu'elle existe encore. Elle est le produit d'une époque où les parcs osaient être bizarres, osaient être déroutants, osaient garder une identité sans plaire à tout le monde. Et c'est souvent ces créations qui traversent le temps, sans jamais se démoder aussi vite que les autres. Mais voilà, Eurosat n'est plus. Hollywood Tour n'est plus. Euromir va bientôt nous quitter. Ces attractions ne correspondent plus aux standards actuels, malgré tout ce que j'ai pu dire pour les défendre tout au long de ma vidéo. Et face à ces dilemmes, qu'est-ce que peuvent faire les parcs pour plaire à tout le monde? D'un point de vue stratégique, il est toujours important de se renouveler. Cela est particulièrement vrai dans le domaine des parcs d'attractions, qui est un secteur très concurrentiel, dans lequel l'attention du public est vraiment volatile. Leur attractivité elle dépend de leur capacité à proposer des expériences inédites, capables de surprendre les visiteurs qui ont déjà tout vu, ou presque. Ce renouvellement est d'autant plus crucial que l'espace disponible est souvent limité. Prenons l'exemple de Fantasyland. Pour optimiser chaque mètre carré, le parc a pour obligation de remplacer ses attractions vieillissantes par des concepts plus modernes, immersifs ou même rentables. S'ajoute à cela l'évolution des attentes du public, qui recherche désormais un univers cohérent, des technologies innovantes et surtout de nouvelles sensations variées. Et sans cette dynamique de transformation continue, un parc risque de perdre complètement son identité, son public et sa place dans le marché concurrentiel des parcs. Un parc figé dans le temps ne fait que devenir un musée. Mais à l'inverse, un parc qui efface son passé perd complètement son identité. C'est là que se situe le dilemme. Comment moderniser sans trahir? Alors, il y a plusieurs solutions qui s'offrent au parc. Quand une attraction devient objectivement dépassée, la première option est aussi la plus simple, mais parfois la plus courageuse. C'est celle qui consiste à assumer complètement telle qu'elle est, à accepter qu'elle ne correspond plus aux standards actuels, qu'elle soit lente, étrange, imparfaite. Bien sûr, il est possible que des corrections techniques soient faites pour la maintenir en fonctionnement, mais dans ce cas, l'attraction est un véritable symbole. C'est le témoin des premiers temps d'un parc. Je ne sais pas, mais qui imagine déloger une attraction aussi célèbre que Droomvloer à Efteling? Malgré son âge, son côté ultra kitsch, cette attraction reste un emblème, l'une des attractions préférées des visiteurs. Et d'ailleurs, l'un de mes dark rides préférés. Elle a connu des rafraîchissements techniques, mais rien ne change réellement depuis son ouverture. Alors oui, cette option elle est très risquée, le parti pris peut passer ou casser. Mais dans certains cas, la renommée de l'attraction la dépasse. Parfois, ce n'est pas l'attraction qui vieillit mal, ni son ride system, mais c'est le thème abordé. Une rethématisation peut alors donner plus de sens. Actualiser un univers, renforcer une cohérence. Mais là, c'est un exercice un peu délicat, car moderniser un thème ne doit pas effacer l'âme de l'attraction. Pour moi, l'exemple le plus frappant concerne Space Mountain à Disneyland Paris. Une première actualisation a été faite, avec la mission 2, pour rénover et apporter une nouvelle vision technologique. Alors certes, cette version était moins réussie que la première, mais elle avait le mérite de préserver un tant soit peu l'atmosphère si spéciale de cette merveille. En revanche, la modification Hyperspace Mountain a détruit cette authenticité, ce qui ne plaît absolument pas aux fans, et à raison. Et dans certains cas, ce sont les ride systems qui sont obsolètes. Et là, mettre à jour la technologie permet d'améliorer l'expérience sans la transformer. Un son un peu plus précis, un meilleur éclairage, de nouveaux effets, des évolutions discrètes mais essentielles. Je pense au retracking RMC sur certains coasters, ce sont des modifications techniques qui permettent d'améliorer le confort de rides mythiques sans les détruire complètement. Ou le retrack de Python à Efteling, qui est une attraction qui est un emblème du parc, mais qui devient très agréable avec le changement de rail. On peut aussi parler des réhabilitations de Phantom Manor, de Pirates des Caraïbes, où des changements sont effectués régulièrement pour s'adapter à l'époque, sans dénaturer l'expérience globale. Mais parfois,
Certaines situations n'ont aucune solution technique. Des normes trop restrictives ou des coûts d'exploitation exorbitants, une capacité insuffisante. Dans ce cas, remplacer une attraction reste inévitable. Alors, certains parcs choisissent la rupture, une attraction complètement nouvelle, intégrée dans une zone thématique distincte, avec de nouvelles promesses au public. C'est un choix risqué, mais parfois nécessaire à condition d'être très clair, sans prétendre remplacer ce qui ne peut pas l'être. La construction de Rookburg à Phantasialand a nécessité la destruction complète d'une zone qui n'avait rien à voir. Un cinéma 4D dynamique sur le thème de la découverte de l'Atlantide, détruite en 2016. Dans ce cas de figure, la nouvelle zone est très différente de l'attraction précédente et propose un univers bien plus cohérent et plaisant que ce qu'il y avait avant. Dans un exemple moins réussi, l'attraction Web remplace le fameux Armageddon, une sorte de simulateur immersif. Les deux attractions n'ont aucun rapport, mais au moins, Avengers Campus propose une meilleure cohérence. Enfin, certains parcs préfèrent respecter cette nostalgie en créant un lien avec le passé. Ils imaginent l'attraction nouvelle, mais pensée comme un héritage. On y retrouve quelques références, des codes visuels, une ambiance familière, voire une musique. Lorsque je dis ça, je suis persuadé que vous avez actuellement en tête l'exemple de Danse Macabre Efteling, qui a su reprendre tous les codes de Spook Sloth, son prédécesseur, en apportant une expérience bien plus dynamique et surtout novatrice. Un autre exemple très parlant est celui d'Eurosat, qui a fluidifié son parcours, mais repensé complètement le thème de l'attraction. Malgré les différences, Europa Park a su garder une autre version de la musique emblématique du coaster originel et même incorporer quelques éléments dans la file d'attente pour rendre heureux les fans nostalgiques. Évidemment, ces clins d'œil ne sont pas là pour copier, mais c'est une manière d'accompagner un public attaché pour lui raconter une toute nouvelle histoire, une nouvelle aventure dans la continuité de la précédente. Quoi qu'il advienne, quel que soit le choix effectué, il n'existe pas de solution miracle. Chaque parc fait face à ses propres contraintes, à son propre public et à sa propre histoire. Mais une chose semble essentielle, les attractions ne sont pas de simples infrastructures, elles sont des souvenirs. Et peut-être que le véritable défi des parcs aujourd'hui n'est pas de choisir entre passé et futur, mais de réussir à faire dialoguer les deux. Revenons donc à la question initiale de cette vidéo. Pourquoi s'attache-t-on autant à des attractions objectivement dépassées ? Pas parce qu'elles sont parfaites, pas parce qu'elles sont modernes, pas parce qu'elles sont efficaces. On s'y attache parce qu'elles nous ont accompagnés à travers des souvenirs impérissables. Elles ont un caractère que le temps n'a pas effacé. Euromir n'était pas aimée malgré ses défauts, elle était aimée à travers eux. Son ambiance spéciale et son esthétique datée rendaient cette attraction unique. Le mélange de nostalgie et d'authenticité permettait à chacun de se rappeler pendant des années l'expérience particulière qu'était cette attraction. Mais qui n'a jamais écouté à fond dans sa voiture la musique du lift de l'attraction, qui est juste extraordinaire ? En revanche, en ayant répondu à cette question, il est important de se pencher sur le futur de ces machines, profondément ancrées dans l'imaginaire de ses visiteurs. Il n'est pas ici question de refuser l'avenir. Comme déjà annoncé par la famille Mack, Euromir ne restera pas éternellement inchangé. Et comme évoqué juste avant, le plus important est de savoir comment faire évoluer cette icône. Dans un premier temps, s'il y a un point sur lequel Euromir ne pouvait vraiment pas faire l'impasse, c'est le confort. Le ride system de spinning coaster est devenu brutal et trop intense pour une aventure familiale. Un spinning coaster moderne de chez Mack, comme le Twist Opal, permettrait de conserver la cible originale de l'attraction, tout en apportant de la fluidité et plus de fun au public. Certains parlaient d'un extreme spinning coaster, mais pour moi ça me paraît trop intense pour s'adapter à l'offre déjà existante, surtout après l'ouverture de Voltron. La deuxième grande question concerne le thème. Une première idée serait de se rapprocher du thème du quartier russe, comme le montrait le concept art initial qui a été présenté il y a des années. Mais au vu de la situation géopolitique actuelle, sur un sujet très clivant comme celui-là, il n'est pas évident pour Europa Park de proposer une nouveauté en ce sens. Le thème spatial, lui, a un avantage évident. Il est universel, il parle à tout le monde et s'intègre naturellement dans le parc. Il permettrait de ne pas effacer complètement la Russie sans en rajouter une couche non plus. Avant la modification de Cancan Coaster, il y avait 2 attractions sur le thème de l'espace, d'où la rethématisation sur le thème du Moulin Rouge. Mais ici, s'éloigner du thème spatial ferait disparaître complètement cet aspect historique du parc. Et de mon côté, au vu de ces éléments et des trains qui peuvent ressembler un peu à des mini-soucoupes volantes, je verrais bien une nouvelle version d'Euromir sur le thème spatial. Il serait d'ailleurs très sympa de garder le nom Euromir mais de lui ajouter un petit nom en complément, un peu comme ce qui a été fait avec Eurosat, Cancan Coaster. Enfin, remplacer Euromir ne doit pas signifier l'effacer totalement. Pour la musique, le thème est tellement iconique qu'il devrait selon moi être modernisé. La suite d'accords est tellement emblématique, je serais tellement triste de ne plus pouvoir l'entendre. Pour l'architecture, il faudrait préserver des formes circulaires et hautes, pour ne pas complètement effacer l'impression qu'apportaient les tours en verre. Ou alors, proposer une attraction mi-indoor, mi-outdoor,
Ça peut être une solution qui peut aider à l'immersion. Quelques vieux décors peuvent être aussi utilisés, comme les animatroniques ou les décorations en bas du lift. Alors oui, bon, j'ai fait quelques points, mais mon objectif, c'était pas de spéculer sur ce qui remplacera cette montagne russe aussi unique. C'est de rappeler qu'un équilibre est toujours possible en mêlant innovation et nostalgie, pour que la transition soit moins douloureuse pour les fans. Et surtout, une attraction n'est pas seulement une machine, mais parfois le souvenir d'un moment mémorable et particulier. C'est ça qui la rend inoubliable. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette deuxième vidéo de ma série. N'hésitez pas à me raconter en commentaire vos meilleurs souvenirs du parc ou des moments particuliers dans ce genre d'attraction spéciale. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos proches et n'hésitez pas aussi à me proposer des idées intéressantes pour de nouveaux épisodes. En attendant, continuez de visiter des parcs et créez-vous vos plus beaux souvenirs. À très vite.